Bonjour, alors aujourd'hui je fais une petite vidéo pour faire réfléchir sur la notion de valeur et surtout sur le comportement quand on trade, euh, sur le comportement de précaution que je pense qu'il faut avoir parce que il y a 2 jours on a eu un crash sur les cryptos, donc la plus grande liquidation de l'histoire des cryptos, donc 20 milliards de dollars ont été perdus, il y a 1,6 million de comptes selon CoinGlass qui ont sauté, donc il faut savoir que la communauté des traders indépendants dans le monde c'est entre 11 et 13 millions d'individus à peu près, plus ou moins actifs. Donc là, on parle quasiment de 10 à 15% des traders actifs qui ont tout perdu intégralement. 20 milliards de pertes, pas mal. Et le tout en quelques heures. Donc ça fait des années, à chaque fois la conversation avec Michael, avec tout le monde, je rappelle toujours que tous les 5 ans, les gens les plus risqués sautent, qu'il n'y a pas moyen d'y couper. Ça fait 32 ans que je fais marché. Il y a eu la bulle Internet, il y a les marchés de matières premières, les marchés obligataires en 98 avec LTCM. Vous pouvez être bon, mauvais, perfectionné, risqué, casino, tout ce que vous voulez. Le marché se débrouille toujours pour au moins une fois tous les 5 ans, si ce n'est pas une fois tous les 2 ans environ, créer un espèce de signe noir à la Nicolas Taleb pour collecter et virer 10, 20, 30% des players. Et à chaque wagon, la plupart en fait des gens finissent par abandonner via ces wagons. En cumulé, la plupart des gens ne tiennent pas la durée de 10 ans par exemple en trading et la plupart ne tiennent même pas la durée de 5 ans. Donc ça fait je sais pas combien de fois, donc à chaque fois on me dit oui oui non t'es un vieux con, ferme ta gueule. Et donc là on vient d'avoir à nouveau 1,6 million de mecs dans le monde qui se sont fait plumer littéralement parce que c'est quand même fait sur une déclaration, sur un poste social. C'est pas une mesure, c'est pas un événement qui a eu lieu dans la réalité, c'est juste une promesse faite comme à chaque fois. Trump, déjà en 2020, je me souviens un vendredi soir, il avait fermé l'espace aérien avec le Covid et ça avait buté le marché du VIX, de la volatilité américaine, et il avait fait ça le vendredi soir à 22 h. Il a une longue track record pour faire ça. Tout le monde sait parce qu'on a vu, il y a un mec qui a ramassé 800 millions en quelques heures, il a ouvert un compte, il l'a refermé. On sait tous qu'ils sont en train de piller les États-Unis, qu'il y a une élite financière derrière Trump. Ça doit être une espèce de club où ils cherchent à faire des paris gagnants via les déclarations de Trump. On sait tous que ça marche comme ça. Et ça s'appelle potentiellement du vol, de la manipulation, du DDC, on appelle ça comme on veut. C'est pas très très légal, mais c'est une réalité. Donc 1,8 million de mecs qui perdent tout l'or. Parce qu'en fait, quand on fait sauter son compte de trading, alors on perd tout son argent, mais on perd aussi les centaines, milliers ou plus d'heures passées derrière les écrans à élaborer des stratégies, à passer les ordres. Donc c'est une double perte en fait. C'est une sale sensation de perdre un compte de trading parce qu'on y perd à la fois sa vie et en même temps son argent. Et alors, si on perdait ça par incompétence ou parce que les marchés, parce que des événements dans la vraie vie économique qu'on n'a pas su voir ou anticiper impacter nos positions, ça pose moins de problèmes. C'est le game, c'est de la spéculation. Mais là, en l'occurrence, c'est pas du tout ça, c'est du pur vol. Donc se faire baiser par un club de milliardaires probablement américains, c'est assez, ça doit être assez difficile à vivre pour beaucoup de gens. Trump est en train de ruiner aussi les paysans, les fermiers américains avec le soybean, avec le soja. Bref, il est coutumier du fait. Il l'a fait en avril avec les actions et il l'a fait avec le cuivre aussi, avec ses tarifs. C'est un homme en fait qui est empreint pour moi de chaos. Donc, et là, l'un des plus grands pouvoirs au monde concentré dans ses mains. Et ce mec génère du chaos. C'est une signature énergétique du chaos. Et en plus, souvent, ça n'a ni queue ni tête en fait. Il fait des contrats, il signe des deals, des machins, mais en fait, il s'occupe pas de la réalisation de ces deals. C'est que de l'effet d'annonce. C'est assez particulier. Et quand on fait les marchés de la spéculation à court terme, quand on sait qu'il y a Trump au pouvoir, je pense qu'il faut quand même pédaler un peu plus doucement en termes d'effet de levier parce qu'on est à la merci de ce mec à chaque instant. Et donc, prendre tous les risques avec un mec comme ça dans le circuit, je pense qu'il faut mener une réflexion. Voilà, donc ça c'était le premier point que je voulais signaler.
Alors si on sort de, de CoinGlass et des pertes a priori globales estimées et qu'on va chez Hyperliquid qui font aussi des contrats en fait perpétuels où il y a pas mal de mecs assez chauds en spéculation. Ils ont filé des chiffres, donc ils ont 6300 wallets qui sont carrément dans le rouge, c'est-à-dire qu'ils ont a priori perdu plus que ce qu'ils avaient sur le compte. Les pertes juste chez Hyperliquid, c'est 1,23 milliard, correct. Il y a plus de 205 millionnaires qui ont tout perdu a priori, ou qui ont perdu à plus d'1 million de dollars. 1000 mecs ont perdu plus de 100 000. Mais surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'est que dans les petites cryptos, c'est du moins 80%, donc ça s'est effondré. Ça ne sera jamais des actifs. C'est du pur trading, de la pure spéculation. Donc j'ai une phrase à dire. Alors vous allez encore me dépeter la gueule. Ça ne changera pas. Les cryptos qui allaient sauver le monde, c'était sympa avant, mais maintenant que les cryptos se sont démocratisés ou légalisés aux USA, l'envers du décor, c'est qu'elles sont régulées. À partir du moment où il y a de la régulation, je vois pas comment les cryptos peuvent sauver le monde. Donc dire que c'est super pour faire du trading, ça j'en doute pas. Je me suis déjà exprimé sur le sujet. La volatilité ne me convient pas parce que c'est un mélange, encore une fois, de forex et de matières premières en termes de caractéristiques de volatilité. Et je ne sais pas traiter. Donc je suis à l'aise avec ça. Je ne sais pas traiter ce genre de volatilité et j'en fais pas. Donc, mais en trading, je comprends que ceux qui arrivent à traiter là-dedans puissent s'éclater, il n'y a pas de problème. Mais par contre, aller prêter une intention politique au BTC de sauveur du monde par rapport à ce qui se prépare dans les monnaies. Et qu'est-ce qui se prépare dans les monnaies? Il va se passer à peu près probablement une crise d'inflation, une chute massive des devises, dont l'euro. Et après, ils vont transformer tout ça en monnaie digitale d'une manière ou d'une autre. Et avec ça, il y aura donc le rétablissement et un contrôle d'échange, et puis personne ne pourra foutre son fric à l'extérieur de l'Europe, et donc sera complètement prisonnier du nouveau système monétaire européen qui est voué à l'échec, et qui est de toute façon, les sociétés européennes, du fait des pyramides démographiques et de la gestion, comment c'est foutu, c'est voué à prendre le mur, à faire une dépression économique, avec les conséquences qu'il y aura sur la valeur des devises, sur la valeur des actifs. Donc, il me paraît utile de sortir son argent tout de suite d'Europe avant que c'est encore possible de le faire, pour pouvoir migrer d'abord dans le dollar, et puis on verra dans le futur s'il faut migrer ailleurs, mais il paraît très utile de le faire maintenant et non pas d'attendre le dernier moment. Ensuite, se rassurer que le Bitcoin, le BTC ou l'Ethereum, le TH vont sauver la partie, ça plus ça va aller. Enfin, si on regarde l'historique, le track record des États européens sur 800 années, jamais, ou même sur monde d'ailleurs à Rome et peut-être même à l'Égypte, jamais on a vu des États perdre durablement le contrôle de leur monnaie. Donc d'une manière ou d'une autre, c'est des machines à réguler. Ils avancent semaine après semaine, cuillère de merde par cuillère de merde, et puis petit à petit ils gagnent du terrain. Je sais pas, le truc que je donne toujours comme exemple, c'est Juppé en 1997 qui a lancé à la CSG et CRGDS en nous disant que non, c'était juste pour 2-3 ans pour payer le déficit des retraites. On est 30 ans plus tard ou 28 ans plus tard, le déficit des retraites il est monstrueux, et la CSG et CRDS, ça a été multiplié par, je sais pas, 5 ou 10, je sais même pas combien c'est parce que je paye plus depuis 15 ans cette merde. Mais grosso modo, c'est vraiment de passer d'un état à un instant T tout petit et puis de incrémenter comme ça, mois après mois ou semestre après semestre, pour asseoir un pouvoir de plus en plus fort et de plus en plus contraignant. Donc à partir du moment où le BTC est rentré dans la finance américaine via les ETF, via l'autorisation légale d'en posséder, au niveau de l'État ou au niveau des fonds, évidemment que derrière, la régulation va avancer comme d'habitude, et qu'à la fin, le BTC, il va bouger quand on lui dit de bouger, et c'est tout, quoi. Donc, franchement, aujourd'hui, je ne vois pas un grand avenir de sauveur au BTC. Voilà, désolé, mais ça me paraît un peu contradictoire avec tout ce qu'on connaît sur Terre depuis des lustres,
et penser que la Chine qui est en face, le bloc Chine, Russie, Iran et compagnie, c'est des gentils sauveurs également, tout gentils, qui représentent le futur du monde. Je ne sais pas lequel des deux camps est le pire. Est-ce que c'est le camp américain ou est-ce que c'est le camp chinois? D'ailleurs, je trouve qu'en France, ils n'ont pas très bien identifié la target. C'est en train d'être puni à cause de l'histoire de Chine. Il y a un Allemand ce matin qui a publié sur Zero Hedge cette histoire de Chine et la vengeance en cours. Il faut savoir quand même que la Chine tue délibérément, de manière planifiée, 100 000 Américains par an. C'est quasi 2 fois la guerre du Vietnam en entier. Juste pour se venger de la guerre de l'opium il y a 150 ans. Donc on est exactement sur les mêmes process, en train d'utiliser des proxys canadiens et mexicains. Et il y a 200 Américains par jour qui claquent. Donc je sais pas, je défends aucun camp, je suis pas comme Soral et Dieudonné en mode juif comme des bourrins. Clairement, la Chine en mode vengeance, on est en guerre froide directe, nous occidentaux, contre la Chine. J'ai pas de préférence. À mon avis, les deux camps sont hardcore. Et donc, voilà, il faut avoir conscience de tout ça, quoi, je pense. Il y a une inconscience, en tout cas, de ce que je peux voir passer en France sur l'ennemi, en fait. Qui est vraiment l'ennemi? Bref, pour clore cette histoire chinoise, même si c'est la Chine qui prend le leadership du monde, c'est les mecs qui régulent comme des malades. Et le BTC n'aura pas plus d'espoir à espérer en termes de régulation du côté américain que chinois. C'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est que suite à ce que nous venons de voir, moi je voudrais vous rappeler une réflexion que j'ai eue parce que j'ai tout perdu en 97. J'ai fait une première fois en 98. J'ai tout perdu parce que j'avais gagné en 97. Je me suis retrouvé à 0. Et en 99, ça a recommencé. Et je me suis fait à cette époque, la réflexion, c'était à 25 ans, que j'avais déconné et que pour survivre sur cette planète, il fallait investir dans de la valeur. Alors qu'est-ce que c'est que la valeur? Je me suis juste amusé en fait à taper dans Google accumuler de la valeur patrimoniale pour voir ce qui sortait. Pour les particuliers, investir en immobilier, investir en bourse, prêter de l'argent, investir dans les actifs plus risqués. Moi ça c'est pas de la valeur pour moi. Je pense que investir dans de la valeur, c'est investir dans de la valeur tangible, réelle, indépendant plus ou moins de l'État, de sa capacité à voler son peuple et de la capacité des autres États à voler le peuple voisin. C'est ça la valeur pour moi. Donc toute cette liste pour moi, c'est pas du tout de la valeur. Donc moi je me suis toujours dit depuis 99 et mes deux faillites successives en 3 ans, je me suis toujours dit qu'il fallait prendre 10% de ses gains sur les marchés en trading quand c'était risqué et les injecter dans un circuit de valeur pure. Donc qu'est-ce que c'est que la valeur pure? Alors aujourd'hui en 2025, ça peut être acheter un terrain à l'écart de toute ville de plus de 10 000 habitants, genre à 50 bornes de toute ville de plus de 10 000 habitants, et y planter des arbres fruitiers. La valeur en fait pour moi c'est la valeur quasi intemporelle qu'on peut transmettre à ses descendants. Donc de la valeur dans l'immobilier, il y a dans cette optique de sortir des gains et de bloquer définitivement pour sa génétique, en fait sa descendance c'est de la génétique. Dans l'immobilier, je pense que le seul moyen, on est à la merci bien sûr de saisies et de conneries, de droits de la propriété ou de taxes, donc indirectement. Mais dans l'immobilier, il y a une règle, c'est que quand on achète un bien, on l'achète pour jamais le revendre. Quand on veut investir dans de la valeur. Donc généralement, il faut prendre la plus belle ville, la plus belle rue dans la plus belle ville du pays en fait. Là, c'est vraiment que là est concentrée la valeur. Alors les quartiers peuvent tomber, j'ai regardé aux États-Unis. Trump en a profité puisqu'il a acheté à Manhattan au moment où c'était le Bronx à mort dans les années 70 et que ces quartiers ont été réhabilités et ça a donné de la valeur inouïe. Il arrive que des quartiers extrêmement cotés partent en couille dans certaines villes. Donc on n'est pas à la merci, donc il vaut mieux prendre plusieurs villes dans plusieurs pays différents pour éviter de se rater. Mais d'une manière générale, si on achète de l'immobilier, c'est la plus belle rue, de la plus belle ville, de beaux pays plutôt stables. Ça c'est de la valeur pour moi, parce que d'une manière générale, c'est là où ça décote le moins. C'est là. Il y aura toujours un effet momentum sur ces types de biens à long terme. En termes de
de solidité de patrimoine, de réserve de valeur en fait. Et je parle même pas de la progression, je parle pas de spéculation, justement, on spécule sur le trading, et l'idée c'est d'extraire et d'aller chercher des réservoirs de valeur solides. Alors ensuite, donc il y a de l'immobilier voilà, d'habitation. Il peut y avoir donc des terrains loin de toute ville où on plante des arbres fruitiers avec une rivière. Ça, c'est de la vraie valeur. Parce que c'est une capacité d'autonomie vis-à-vis du système. Donc, c'est jamais perdu qu'investir dans une petite ferme à soi, familiale, hein, qui cherche à... Je pense qu'on peut développer une autonomie d'environ 50% par rapport au système. Après, c'est très dur d'aller chercher les 50 autres pourcents, mais au moins développer un petit coin et d'investir de l'argent dans un peu de machines, un peu d'arbres, capacité de production limitée de bouffe en fait, saine et loin des villes, encore une fois, loin de toutes les villes de plus de 10 000 habitants. Il faut retourner, il faut s'écarter de la concentration humaine. Quand il y a des crises, c'est extrêmement dangereux. Ensuite, quand on a des gains comme ça sur les cryptos, alors l'or en lui-même, donc là, explose dans le marché parabolique, donc c'est compliqué d'aller acheter. Il y a un vrai risque. C'est plus du tout un réservoir de valeur actuellement, c'est plutôt un actif complètement parabolique et spéculatif. Donc l'or et l'argent actuellement sont une config un peu unique qu'on a vu qu'une seule fois en 1973-1974. Donc actuellement, on ne peut pas s'en servir, mais pour de l'or, en fait, aller chercher des pièces de collection en or anciennes, ça a plus de valeur pour moi, plus solide, parce que ça sort du cadre de l'or, en fait, ça allait chercher des objets anciens. C'est-à-dire que s'il y a des gains en trading qui sont importants, moi je pense que je réfléchissais où mettre de l'argent, dans des livres première édition qui ont 2 ou 3 siècles, ça c'est de la valeur. Avant en France il y avait les timbres. Le problème c'est que les timbres en fait non oblitérés, voilà, rares, des timbres rares, c'est un peu passé de mode. Les nouvelles générations digitales y accordent moins de valeur en fait. C'est un peu comme l'immobilier avec un quartier qui était super coté et puis il y a des changements de consommation, des habitudes de consommation, et puis le quartier commence à décoter et on se trouve à la merci d'une décote. Encore une fois, l'idée c'est pas de progresser mais au moins de conserver de la valeur. Définitivement à horizon 50 ou 100, un siècle ou 150 ans, je sais pas. Donc les timbres, on me fait un peu, mais les livres en plus à l'ère du digital ça va devenir de plus en plus rare, donc des livres anciens. Bien sûr, il y a des œuvres d'art, il y a des vins, des whisky, tout ce genre de produits sont intéressants. Je ne suis pas très bijoux parce qu'en fait, les bijoux, quand ils sont fabriqués par les bijoutiers, c'est une œuvre d'art plus ou moins marquée, mais il y a une énorme marge qui est prise par son créateur, ce qui fait qu'en fait, la valeur à la casse, la plupart du temps, à moins qu'ils étaient portés après historiquement par des personnalités, etc. Mais la plupart du temps, la valeur à la casse n'est pas très très bonne pour des bijoux, pas d'exception en fait. Donc les bijoux, je ne pense pas. Par contre, les pierres précieuses, donc saphir, bleu, émeraude, si possible, de Colombie, qui sont vert clair. Il y a les rubis rouges du Myanmar, et puis bien sûr les diamants qui sont standardisés, et je vais y venir là-dessus, parce qu'il y a une mauvaise conception de comment ça marche. Donc on va après zoomer sur le diamant. Mais accumuler des pierres précieuses, ça c'est pour moi une très bonne idée de valeur transgénérationnelle. En plus ça se déplace, c'est pas fiscalisable. Ça oui, donc sortir des gains de trading pour les mettre dans des pierres, dans des terrains ou des biens immobiliers d'exception, ou des livres anciens, je sais pas, 10%, 15%, 20% de tous les gains de trading qu'on fait qui sont extraits d'un marché financier. On sait qu'on est à la merci d'un signe noir, donc s'il n'y a pas une capacité d'extraction du monde, parce que c'est du digital, aujourd'hui la finance, c'est pas ça, la prêter de l'argent c'est digital, investir dans des actifs plus risqués c'est digital, investir en bourse c'est des 0 et des 1 dans un ordinateur. Donc si on n'est pas capable d'extraire de cet univers d'ordinateur où on nous dit qu'on a un énorme pouvoir d'achat avec juste des 0 et des 1 en face sur un écran, si on n'est pas capable de transformer cette espèce de concept complètement abstrait en valeur tangible réelle, à mon avis, les gens s'exposent à ce qui vient de se passer il y a 2 jours sur les cryptos et c'est bien dommage. Je pense qu'à un moment, il faut réfléchir à cette capacité d'extraction.
Donc les pierres précieuses, ou alors il y a un autre machin qui est très utile aussi. Je vais aller chercher des photos. Donc un bon moyen, voilà, j'ai trouvé une photo. En fait, c'est des minéraux de collection en fait. Alors en anglais c'est double ou triple A grade. Donc on appelle ça la qualité musée. Donc des pièces de collection d'une qualité extraordinaire. On voit pas bien sur la photo, mais on voit un peu. Ça par exemple, je connais bien, c'est la fluorite. On a des pièces comme ça qui sont extrêmement rares, qui peuvent monter à... Moi j'en ai vu à Tucson en Arizona aux États-Unis pendant le salon mondial chaque année en février. C'est des pièces qui peuvent monter à 50 000, 75 000 dollars. Donc il y a des gens qui montent des réservoirs de valeur via ces pièces. Donc c'est un marché de collectionneurs entre riches. C'est pour moi un excellent stockage de valeur. C'est très joli déjà, on peut le regarder chez soi. On peut mettre moins cher, 5 000, 10 000 en fonction de ses moyens. Mais par contre, il ne faut pas lésiner. Il y a besoin d'un courtier pour ça. Il y a besoin d'un courtier spécialisé. S'il y en a qui sont intéressés, j'en ai un. C'est un circuit très fermé pour acheter, pour revendre. Il y a vraiment besoin de... Et surtout, on peut se retrouver à la merci d'arnaques en tout genre. Et surtout, c'est un métier de perfectionniste. C'est aller chercher des minéraux de collection. Il est nécessaire d'avoir un partenaire qui est obsédé par la qualité. Ce qui est le cas du mec que je connais, à qui j'adore parler parce qu'il est passionnant. Il est très réputé aux États-Unis, en France. Il est considéré comme top 5 courtier en France. Il est mondial. Mais je trouve que c'est plutôt qu'aller acheter en disant oui, le BTC c'est notre sauveur, j'investis toutes mes économies dans l'avenir du monde, etc. Il va nous sauver. Non, franchement, un moyen, enfin, un peu de raison, un peu de sagesse exige d'aller prendre des machins dans le dur qu'on peut tenir dans les mains. Et ce genre de pièces comme ça, en plus, ça peut se transmettre aux enfants, ça peut se transmettre aux petits-enfants. Donc, ça a toutes les caractéristiques de la vraie valeur auquel je fais référence et non pas de la valeur dans lequel on reste prisonnier du système dans lequel on vit et donc on est toujours à sa merci, quoi. Donc ça, c'est vraiment une indépendance par rapport à la valeur qu'on va accumuler dans une famille. C'est très très bien. Donc ensuite, je vais terminer par les diamants. Alors pourquoi je vais terminer par les diamants? Tout simplement parce que excusez-moi, c'est pas ça que je voulais montrer, c'est ça. Voilà, donc ça c'est le cours du diamant qui est beaucoup plus facile à manipuler. Le produit diamant en tant que stockage de valeur est beaucoup plus facile à manipuler, je le dis tout le temps. Il faut comme ça qu'il y a 95% des transactions qui sont plus ou moins olé olé sur les émeraudes, les saphirs et puis les rubis. C'est très 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 dangereux, c'est très compliqué de traiter tout seul. Je le rappelle une énième fois, les certifications de labo Pipo n'ont aucune valeur, contrairement, c'est juste destiné à pigeonner et endormir la méfiance d'acheteurs non compétents. Donc méfiez-vous. Donc le diamant, contrairement aux autres, est standardisé, donc il est pratique. Donc on a un Rapaport, le Rapnet Diamond Index. Et donc on voit qu'en septembre, les petites pierres, les petits diamants de 30 ou 0,50, 0,30 carats ont perdu 6%, pendant que les pierres à 1,3 carats sont restées stables, voire non stables ou en petite baisse. Ceci est un indice. Donc on me demande ce que j'en pense et pourquoi le diamant n'arrête pas de baisser. Le diamant ne baisse pas. L'indice de tous les types de diamants baisse, ce qui n'a pas rien à voir. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le Nasdaq monte que l'ensemble des actions américaines montent. Le Nasdaq est un indice sectoriel technologique. Vous avez l'énergie qui baisse, vous avez la consommation qui est stable depuis 5 ans, donc le XLY, le Consumer Discretionary. Voilà, donc vous avez les banques, l'immobilier, on peut aller chercher les sous-secteurs. Donc néanmoins, le SP500 va reprendre ces sous-secteurs et va faire des moyennes et va dire en général le marché monte ou baisse à partir de ces sous-secteurs. C'est exactement la même chose avec ces indices que vous m'envoyez tous en me disant ouais, mais ça ne va pas de baisser, ça ne va pas de baisser. Il existe différents types de pierres, de diamants, et c'est un des paramètres fondamentaux de la valeur. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas travailler tout seul, il faut s'entourer de courtiers pertinents pour éviter de se faire baiser. Et en l'occurrence, parmi ces
ces indices, on a tout simplement, je suis en train de chercher le détail, parce que je ne connais pas en français en fait, figurez-vous, c'est la coupe en fait des pierres qui va faire que de nombreuses pierres sont en train de baisser. Où est-ce que c'est que je vous le dise en français Voilà, en fait c'est les diamants poires ovales ou ovales sont en train de baisser clairement, mais les diamants en fait ronds brillants, c'est-à-dire souvent ce sont des diamants d'investissement, eux sont complètement stables, même sur les petites pierres de 0,30, 0,50 en septembre et cette année. Donc il ne faut pas confondre. Actuellement, quand les clients, je vais vous montrer encore, j'ai reçu un message tout à l'heure, je vais vous montrer le message. Quand les clients traitent avec des courtiers qui sont sains, les courtiers vont aller chercher des pierres qui font partie du top 1 ou 2% les plus rares, c'est ce qui permet de maintenir la valeur. Et parmi cette rareté, il n'y a pas que la qualité de la pierre. Vous savez que les diamants, contrairement aux émeraudes et aux autres pierres précieuses, les diamants ont structuré une approche pour dire de manière standard quel est le type de qualité de la pierre et de la certifier avec un numéro au laser qu'on peut recertifier après en disant que c'est bien le bon numéro qui est sur la pierre. Et cette qualité-là impacte le prix, mais il n'y a pas que ça. Il y a la forme directe de la coupe du diamant qui va également impacter assez fort le prix. Et en l'occurrence, pour entrer dans le top 2%, je crois, les clients d'Esprit Argent, il y a 60 personnes qui ont fait des transactions sur les diamants aujourd'hui dans Esprit Argent. Et systématiquement à 100%, c'est des diamants qui sont ronds, brillants, donc qui sont utilisés comme diamants, j'ai pas envie de dire investissement, mais comme stockage de valeur. Donc méfiez-vous, n'achetez pas des machins poires, ovales, des trucs bizarres pour des bijoux en vous disant j'ai un diamant, ah puis mon diamant perd, ou alors mon diamant rond brillant que j'ai acheté comme ça avec tous les bons critères en train de perdre. Ce n'est pas vrai. Donc il existe un rapport officiel des codes de toutes les différentes configs, il y en a des centaines, et on peut surveiller de mois en mois, de trimestre en trimestre l'évolution. Donc actuellement, les diamants entre guillemets d'investissement ne sont pas comme l'indice général des diamants. Voilà, donc ça il fallait juste le préciser. Pour terminer, je rappelle également qu'il y a énormément d'arnaques dans les diamants et dans les pierres précieuses, énormément. N'allez pas croire que... Alors les gens, comment dire, les vendeurs de ces arnaques sont très avenants, très intelligents, présentent bien, savent rassurer les clients comme c'est pas permis. Ça ne veut pas dire que c'est pas une arnaque. C'est pas... La confiance est quasi impossible dans cet univers. Donc moi, qu'est-ce que je me suis dit au début, je voulais pas me retrouver avec des emmerdes. Donc tous les clients Esprit Argent qui achètent avec les Diamond Boy, comme on les appelle, sont en contact les uns les autres via le Discord LQDC, la quotidienne de Charles, via le Discord de l'Université Investisseur ou via un compte Instagram en fait. Donc à chaque instant, toutes les personnes qui ont traité avec les Diamond Boy, s'il y a un problème, ont la possibilité de communiquer aux autres le problème. Donc, à ce jour, il n'y a jamais personne qui a connu quoi que ce soit, au contraire, tout le monde est content. Donc c'est pour ça que Et pourquoi je mets ça en place? C'est une référence circulaire. Ça met la pression assez fort sur les Diamond Boys, justement. Ils savent qu'ils s'y merdent, ça va tout de suite prendre. C'est terminé, quoi. Une seule erreur et ça va leur péter à la gueule. Et donc c'était l'idée de départ, c'est ok. Je vous ouvre les portes parce que je crois bien fondamentalement au diamant, au stockage de valeur par rapport à plein de raisons fiscales, policières et compagnie, légales, dans le sens où aujourd'hui on a quasiment plus le droit de faire ce qu'on veut de notre argent, donc je pense que le diamant est intéressant, mais je vais pas aller me foutre dans des emmerdes de ouf avec des voleurs. Donc tout le monde traite encore aujourd'hui avec les Diamond Boy. 2 fois que je traite ces garçons pour du troc contre du gold. Donc les personnes qui sont un peu intelligentes vont noter pour du troc contre du gold et vont comprendre de quoi il s'agit. Très bon feeling, transaction sans surprise, que de la balle, merci pour le tuyau Philippe. Voilà, donc le maître mot, je m'y connais pas, moi j'ai pas acheté, je suis à Panama donc je peux pas acheter des objets anciens. J'imagine qu'il y a probablement le même niveau de fake dans les objets anciens qu'on peut trouver dans les pierres précieuses. Je pense que les traders sont arrêtés parce qu'il faut consacrer pas mal de temps au départ ou
ou se servir d'une infrastructure comme j'ai construit moi sur les diamants, j'aimerais bien sûr proposer la même infrastructure sur les émeraudes, sur les saphirs et sur les rubis. Le problème, c'est la caractéristique de la valeur. Elle est quasi impossible à structurer. Donc, en fait, au final, on ne sait pas ce qu'on achète. Donc, même si on a un bon courtier qui ne nous achète pas de la merde, et c'est le cas, puisque la personne qui fait les millions de collection achète aussi des pierres précieuses de ce genre, j'ai acheté par son intermédiaire. Ça ne veut pas dire que l'acheteur en face, si on veut revendre, va pouvoir évaluer de la même manière et va allouer la même valeur face à la qualité de la pierre. Et il va peut-être la négocier comme un bourrin pour un prix de merde qui ne vaudrait rien, qui n'existerait même pas chez les gens qui savent la vraie valeur de ces pierres de couleur. Donc je suis bien emmerdé. J'aimerais bien vous dire foncez. Malheureusement, j'en ai bien trop peur. J'en ai bien trop peur par rapport à la revente en fait, des possibilités de revendre. Encore une fois, peut-être que ces pierres précieuses, il faut les acheter dans une optique comme l'immobilier, aller chercher le plus beau, le top 1%. Il faut savoir que dans les saphirs bleus, là, je crois qu'il n'y a que 1% des saphirs bleus qui ne sont pas huilés ou traités. Et donc c'est extrêmement rare, c'est pour ça que ça prend beaucoup de valeur. Naturellement, en fait, la plupart, 99% des pierres sont traitées pour être exploitées en bijouterie pour que ça soit beau, mais résultat, la pierre perd toute sa valeur. Et c'est ça qui est fou aussi, parce que le bijoutier ne va pas toujours informer les clients de tout ça. Et quand on ne sait pas, ou quand il y a un problème d'argent et qu'on doit vendre des bijoux, qu'est-ce qui se passe? On arrive chez un mec pour lui dire tu me l'achètes combien? Je sais pas, un mec, un pawn, là, je sais pas comment on dit en français. Mais le mec dit je t'achète de la merde, je t'achète 10%, 20% de ce que tu as payé. Le mec me dit mais j'ai payé 80% plus cher. Bah oui, mais tu as acheté une pierre qui est traitée, qui vaut rien en fait. Donc je suis gêné par rapport à tout ça, même si je pense que fondamentalement c'est un bon outil. Et donc je pense qu'au final, moi dans mon optique, les pierres précieuses c'est comme les meilleures adresses immobilières, on l'achète, on ne les vend jamais. Voilà, on sait que c'est là, c'est comme une assurance. Et en plus, potentiellement, on peut les déposer pour du crédit lombard dans certaines banques d'affaires, notamment en Suisse. Et en plus, si ma mémoire est bonne, il faudra que je fasse une vidéo là-dessus, mais je crois que contrairement aux actions où les crédits lombards représentent 40% de la valeur des actions qu'on apporte, je crois que pour du diamant et des pierres précieuses, on peut monter, je crois, à 80%. Ce qui est quand même assez intéressant. Par contre, je crois que c'est limité à 2 ans, ces crédits lombards. Il faut les rembourser au bout de 2 ans. En tous les cas, en cas d'emmerde, ça permet d'apporter à une banque un actif évaluable sur lequel on peut emprunter à des taux corrects pour se sortir de la merde. Donc c'est assez intéressant pour ça aussi, ces pierres précieuses. Donc je pense que voilà, il faut, en tant que trader, quand on est confronté à du risque, ou en tant que businessman, et à un moment, il ne faut pas faire du all-in, il faut sortir 15-20% de tous ses gains, les extraire vis-à-vis du pays dans lequel on est, les extraire vis-à-vis des risques qu'on prend, et s'entourer, comme pour ce mec, voilà, s'entourer de courtiers ou d'intermédiaires qui ont fait leurs preuves auprès de 50 ou 100 personnes et sur lesquelles on a un pouvoir. Moi, dès le départ avec Young Boy, j'ai voulu donner du pouvoir aux clients. J'avais peur que ça se termine mal pour moi. Et donc, les Diamond Boys, comme sont les gens honnêtes, efficaces et qui font très bien leur boulot, ils ont tout de suite accepté. Ils ont au contraire aimé l'idée. Et voilà. Et je pense que probablement que dans les livres anciens et les objets de valeur d'art, il doit exister des cours. Voilà, dans le top 1% français, il doit exister des bons courtiers qui font bien leur boulot, qui n'arnaquent pas leurs clients. Il faut absolument se rapprocher de ce genre de personnes. Mais ce qui est crucial, c'est de comprendre que si on ne sort pas son patrimoine, une partie de ce monde de fou, parce que si on réfléchit bien, les banques aujourd'hui, le papier des billets, ça vaut rien. Enfin, tout ce qu'on possède, toute la valeur et tous nos échanges sont dans un univers qui au final n'existe pas. C'est que de l'électricité et des machines qui permettent de regarder. Et voilà, on a toute une putain de valeur de ouf. C'est complètement irréel. Donc moi, je vous invite vraiment à réfléchir sur cette notion de valeur. J'en parle souvent. Je sais, j'ai découvert les gens qui m'ont fait réfléchir sur cette notion de valeur sont des Ashkénazes, et j'avoue que parce qu'ils ont une vision à plusieurs générations. Du moins ceux que j'ai rencontrés.
Et j'avoue que depuis ce jour-là, je me suis longtemps interrogé. J'ai partagé 2 de mes idées de valeur pour les 10 ans prochaines sur Homme 2.0, que je ne vais pas dire là. Il y en a un qui me l'a demandé récemment, il les a adorés. Je n'ai pas tout dit sur aujourd'hui les possibilités d'avoir de la valeur. Je préfère le dire, j'ai donné un certain nombre d'idées. Il y a d'autres idées de choses qui vont rester même en cas de dépression. Comme vous le savez, j'ai étudié les crises, notamment celle du Venezuela en 2016, ce qui s'est passé au Liban récemment, le Zimbabwe, l'Afrique, l'Argentine, l'Allemagne des années 30. J'ai énormément potassé ce que le peuple avait subi, et en particulier la bourgeoisie. Et je me suis pendant très longtemps demandé ce qui survivait à ce genre d'accident monétaire. Je suis complètement convaincu qu'on y va direct dans les 7 prochaines années, au max. On va direct vers un accident monétaire de ce genre, et ça va frapper l'Occident, ce qui n'est pas arrivé depuis un siècle. Et il existe d'autres possibilités que ce que j'ai dit aujourd'hui. Voilà. Mais l'idée de cette vidéo, c'est de sensibiliser, plutôt que de se retrouver comme un con à foutre, voilà, à perdre plus que ce qu'on a, à avoir des dettes vis-à-vis de son courtier et devoir mettre fin à ses activités de trading parce qu'on a tout perdu. C'est un peu dommage, quoi. Donc, je pense que la réflexion, et là actuellement ça frappe les cryptos, mais demain ça va frapper le Nasdaq. Il y a tout un tas de valeurs qui sont complètement surcotées. Ça va probablement frapper les mecs du gold, qui sont en train de spéculer comme des détraqués. Ça frappe tout le monde. Ça va frapper les détenteurs de la dette souveraine dans quelques années. C'est la grande rotation, c'est les cycles économiques, c'est la grande spéculation qui dure depuis des centaines d'années. C'est un comportement complètement humain. Donc, je pense qu'il faut regarder avec un large esprit le game, de l'investissement, mais l'investissement pas pour gagner de l'argent, l'investissement, ouais, de la fortune en fait. Quelque part, je suis en train de parler de fortune dans cette vidéo. Comment gérer sa fortune, sa petite fortune, sa moyenne fortune, sa grande fortune, mais comment gérer sa richesse, comment la garder. Je rappelle quand même les chiffres, hein. La 3e génération généralement bute ou flingue 80% de toutes les fortunes générées 3 générations en amont ou 2 générations en amont. Les fortunes ne passent pas à travers le temps. Il faut monter une fondation, il ne faut pas que les héritiers puissent prendre des décisions, il faut émettre dans la fondation des guidelines, il faut s'entourer de professionnels. On ne peut pas donner aux gens de l'argent, ils ne sont pas faits pour, surtout quand ils naissent pauvres, ils ne sont pas faits pour gérer la plupart du temps. On le voit, les sportifs de haut niveau, les joueurs au loto, etc., tous ceux qui accumulent ou qui vont faire des gains spéculatifs massifs, voilà, ils vont reperdre. Il y a un client de 2.0 qui a mis 10 000 et est monté à 130 000 sur des options sur Tesla en l'espace, il m'a dit, de 3 ou 4 semaines en spéculant. Et il a tout perdu. Il n'arrive pas à garder l'argent qui est gagné. La plupart des gens ne savent pas garder l'argent qui est gagné. Donc, ce que j'essaye, c'est de sensibiliser au fait de conserver son argent. Et on ne peut pas le conserver par le même système qui nous a permis de l'accumuler. Ça ne marche pas comme ça. Voilà. Donc, il faut se soumettre, il faut s'écarter, s'extraire, prendre du recul et aller chercher des solutions avec une vision. Et quand on est vieux et qu'on arrive à 70 ans, il faut commencer à réfléchir aux générations suivantes et surtout pas leur faire confiance. Et protéger ça, faut se protéger de soi-même, il faut se protéger du système, il faut se protéger de sa descendance, qui a un très très long track record en Occident pour bousiller tous les patrimoines qui sont accumulés par les pères ou les grands-pères. Donc il faut également prendre ça en compte et mettre en place, comme on fait d'ailleurs les Rothschild, puisque certains ont écrit, des enfants Rothschild l'ont dit, ils héritent de l'argent dans les fondations, et puis il y a pour hériter, en fait, il faut signer un engagement. En fait, il faut lire tout un livre en fait de recommandations et d'obligations, et puis il faut le signer. Et si on s'engage pas à tenir a priori, de ce que j'ai compris, on n'a pas l'héritage en fait. Je pense que c'est un excellent système. D'une manière générale, de toute façon, les Juifs ashkénazes sont extrêmement forts pour ces questions-là, et il faut s'en inspirer. Il y a beaucoup à apprendre de leurs pratiques liées à l'argent. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a inspiré. Pour terminer juste, parce que j'ai pas le temps de faire beaucoup de vidéos en ce moment, on me demande aussi l'opinion sur l'or. Je ne donne pas trop d'opinion publique. Tout est publié sur Université Investisseur. J'ai un blog monétariste à l'intérieur et je documente tout ce qu'il y a sur l'or assez précisément.
Donc, je ne donne pas d'opinion sur l'or en public. Voilà. Je vous dis à bientôt.